Précis judiciaire, paiement frauduleux par Internet. Donc c'est une décision de la Cour de cassation par un arrêt numéro 108 du 18 janvier 2017, numéro 15-18-102 pour les experts. Donc de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique. Donc alors que s'est-il passé ? Eh bien, c'est très simple. Un monsieur X constate qu'il y a eu 3 paiements qu'il considère comme frauduleux et ayant été effectués sur Internet. Donc, de ce fait, il conteste la demande, il conteste ces paiements et demande le remboursement de ceux-ci auprès de sa banque. La banque, on appellera la caisse dans cette affaire, puisque c'est la caisse de je ne sais plus trop où, on va pas en faire tout un flanc, c'est pas le problème. La caisse refuse de lui rembourser. Donc, c'est tout naturellement, j'allais dire presque, qu'il assigne la caisse devant le tribunal de proximité et ce en dernier ressort par rapport au montant du préjudice. On verra tout ça, je suis en train de faire un point sur la procédure, les compétences, etc. Donc à suivre. Le client, monsieur X, a gain de cause le 17 mars. Donc le tribunal ordonne le remboursement des 838 €. Donc, mécontent de cette décision, la caisse se pourvoit directement en cassation, il n'y a pas d'appel, car c'était un jugement en dernier ressort, eu égard au montant de préjudice. Alors, que s'était-il, ça c'était l'effet succinct, que s'était-il passé plus précisément devant le tribunal de proximité? Eh bien, devant le tribunal de proximité, la caisse a invoqué une négligence grave du titulaire dans la conservation des données sécurisées de paiement. Ce notamment par le fait que c'est un système sécurisé par un mot de passe personnel qu'on change à la première connexion. Ils t'en fournissent un générique et tu dois le personnaliser. Que les paiements par la suite, lorsqu'ils sont faits via ce module de paiement sécurisé, sont confirmés par un message téléphonique ou par la communication d'un code, soit par téléphone, soit par email, ou téléphone, message et SMS, il me semble, je ne sais plus trop, mais bon. Que le client s'est contractuellement engagé à conserver ses données personnelles, aussi bien les numéros de la carte que la date, les infos qu'il y a sur la carte, que les codes personnels qu'il a lui-même choisis pour sécuriser son accès. C'est une obligation contractuelle dans les contrats, dans les contrats qu'il a signés avec sa banque, mais que c'est aussi une obligation légale posée par l'article L133-16 du Code monétaire et financier. Donc, je veux dire, même si c'était pas inscrit, c'est une obligation légale. Que la caisse invoque que ce sont aussi des paiements réalisés via un système, entre guillemets, on va dire, de carte virtuelle à usage unique, que le numéro est établi par l'utilisateur lui-même. Le numéro est choisi aléatoirement, au hasard, au pif, par l'utilisateur lui-même. Donc, bon, ça change pas techniquement grand-chose. Après, du moment que tu as les codes d'accès, si c'est toi qui choisis ou pas toi les numéros de la carte, ça change pas grand-chose. Mais bon, c'est un argument supplémentaire. Que de par ce fait, la caisse a invoqué que monsieur X a soit été négligent avec ses codes, alors qu'il était tenu de ne pas l'être et d'assurer la sécurité de ceux-ci, soit les a carrément divulgués volontairement, voire a apporté l'hypothèse d'un hameçonnage. Donc le fameux hameçonnage où tu reçois un mail, un faux mail de ta banque qui te dit vous avez oublié vos codes, machin, tout ça, je sais pas quoi, veuillez les re-rentrer pour je ne sais trop quoi. Donc un hameçonnage. Tout ceci dit, le juge de proximité a décidé
Le juge de proximité a jugé que la caisse n'apporte pas la preuve de la faute de son client. Donc dans le défaut de conservation des données personnelles, et que de ce fait, il a ordonné le remboursement. Donc, la caisse, bien évidemment, j'ai envie de dire, se pourvoit en cassation. Que s'est-il passé devant la Cour de cassation? Eh bien, devant la Cour de cassation, le juge du droit nous a dit que, ayant souverainement retenu, donc le juge de proximité, donc souverainement retenu, c'est-à-dire qu'il n'a rien à dire là-dessus. Souverainement, la Cour n'a rien à dire sur le fait, sur ce qu'a retenu le juge du fond. Qu'ayant souverainement retenu qu'il ne résultait pas des pièces versées au débat, la preuve que M. X avait divulgué à un tiers, de manière intentionnelle par imprudence ou par négligence grave, des éléments d'identification strictement confidentiels ayant permis le paiement constaté. On aurait même eu envie de compléter aussi personnalisé, mais bon. Souverainement que la preuve n'a pas été apportée, que M. X a commis une faute, donc légale et contractuelle, la Cour rejette le pourvoi et donc la caisse reste tenue de rembourser ces 838 €. Voilà, même si, on l'a vu, c'était un système de paiement dématérialisé, sécurisé par un code d'accès personnel, un envoi de code après la confirmation d'un choix de numéro de carte sur mail ou sur téléphone. Malgré cela, le juge du fond a souverainement retenu que la preuve de la faute du client n'avait pas été apportée et que la caisse était obligé de rembourser étant donné qu'il avait effectivement contesté les paiements dans les délais raisonnables. Évidemment, à ceux que ça prendrait l'envie, faites pas vos courses du mois pour les contester 3 semaines plus tard, ça ne marcherait pas. Donc voilà ma foi, paiement fraudulé et internet, bien ma foi c'était très instructif car au vu des obligations contractuelles qui sont aussi des obligations légales, on aurait pu s'attendre à une autre décision, mais non, c'est bien celle-ci. Donc ma foi, au revoir, à la prochaine.